terrain connu. Voilà. Alors, l'idée de ce soir, c'est d'échanger autour des façons dont on peut améliorer la cicatrisation. Alors, effectivement, vous voyez derrière moi l'appareil de Starvac que j'utilise excessivement souvent, qui me permet de travailler sur beaucoup de sujets thérapeutiques. Moi-même, je suis kiné et ostéopathe. Bonsoir Céline. Et ça me permet de travailler aussi bien sur l'aspect kinésithérapie, l'aspect esthétique et l'aspect thérapeutique, médical de certaines problématiques. Et ce soir, on a vu avec Starvac la possibilité de voir les cicatrices. Alors pourquoi les cicatrices? Parce qu'on a des moyens très efficaces, manuels, non chimiques, d'améliorer la cicatrisation. Et notamment avec un appareil comme ça, qu'on va détailler tout à l'heure, mais d'abord, on va évoquer la peau, les différentes phases de la cicatrisation. Et un élément très important que peu connaissent, peut-être que d'aucuns le connaissent, mais nous, on va essayer de l'approfondir, c'est la mécanotransduction. La mécanotransduction, c'est vraiment la caractéristique de travail qu'on va pouvoir faire avec cet appareil, qu'on peut essayer de faire avec nos mains. Nous sommes masseurs kinésithérapeutes ou thérapeutes manuels, qui nous soyons. Bonsoir Daniel, bonsoir Frédéric. Et on peut le faire à la main, mais on peut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus économe, beaucoup plus ergonome en le faisant avec l'appareil. Voilà. Donc les différentes phases de cicatrisation, la mécanotransduction, et je vais partager avec vous mon expérience sur le traitement des cicatrices avec mes mains, avec d'autres techniques que je vais vous évoquer aussi, la chromatothérapie, les aiguilles, etc. Il y a plein de choses qu'on peut évoquer, et pourquoi j'utilise cet appareil. Voilà. Et donc Camille va nous parler aussi du développement de Starvac depuis, je sais pas quoi, ça fait combien d'années que Starvac existe? 52 ans. 52 ans, ben, je suis plus vieux que lui, voilà, ça l'apprendra. Oui. Daniel qui est ici, qui assiste ce soir, pourrait nous parler longuement de l'histoire de cette magnifique entreprise qui est familiale, qui a vu ses grandeurs, et en mémoire à son père. Voilà, dédicace à son père, qui a été un grand instigateur de cette technologie. Voilà. Copié, mais jamais égalé, comme d'habitude. Voilà. Donc, Camille, on en reparlera peut-être tout à l'heure. J'avais envie, voilà, Céline, Frédéric, Caroline, Magali, si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas. Hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, avec ta permission, Camille, je veux bien commencer à évoquer. Je ne vais pas m'attarder sur la peau. Hein, la peau, c'est notre intermédiaire, c'est notre média qui nous permet véritablement de rentrer en connexion avec la thérapeutique que vous mettre en place avec le patient. C'est un organe tellement fondamental et tellement essentiel, cet organe de protection, mais c'est aussi un organe d'échange. C'est l'organe qui nous permet véritablement de faire pénétrer les choses de l'extérieur vers l'intérieur. C'est notre protection, c'est notre bouclier face aux agressions. Et effectivement, quand on l'agresse d'une certaine manière par une effraction, soit une plaie liée à une blessure quelle qu'elle soit une chirurgie, eh bien, on met en péril l'intégrité de cette barrière, et le corps, d'une façon assez magique et assez extraordinaire, met tout en place pour cicatriser, met tout en place pour réparer ça, et met tout en place pour qu'il n'y ait aucune trace de ce qui s'est passé. Alors, jusqu'à un certain point. C'est cela. Alors, quand vous faites une petite éraflure, quand vous faites une petite plaie non profonde, eh bien, le corps met en place tout ce processus de cicatrisation incroyable qui fait que eh bien, tout disparaît, ça disparaît, la peau, la programmation génétique fait en sorte que la peau retrouve son parfait équilibre et sa parfaite harmonie, surtout son rôle de barrière. Hein. Et il y a un bruit à l'extérieur bizarre. Mais quand l'effraction est trop importante, justement, cette peau doit trouver une certaine aide. Alors le chirurgien, pour parler d'une effraction chirurgicale, donc une plaie chirurgicale, le chirurgien va tout mettre en place pour mettre bout à bout, bord à bord, les plaies de la cicatrice, les berges de la cicatrice, pour que le rôle cicatrisant de notre corps puisse être facilité. Mais à un certain moment, les agrafes, les sutures peuvent être tellement importante, et la plaie tellement importante, qu'on a besoin de l'aider. Donc la peau, on va pas épiloguer sur la peau, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, c'est notre média, avec les différentes couches. En revanche, si vous me permettez, j'aimerais bien travailler un petit peu plus avec vous sur les différentes phases de la cicatrisation, parce que c'est quand même assez important. Je ne vais pas rentrer non plus dans trop de détails,
parce que ça serait un petit peu fastidieux, mais juste comprendre qu'il y a dans la ce processus de cicatrisation débute donc avec l'agression. Une fois que l'agression a eu lieu, ça détruit le revêtement cutané et ces différentes phases de cicatrisation se succèdent alors sous la dépendance de facteurs dynamiques, locaux, régionaux et systémiques. C'est là où c'est important, ce que je veux dire, c'est que, avec toute la modestie, évidemment, c'est important dans la mesure où c'est systémique. Et vous allez voir que quand on va avoir affaire à une personne qui a des plaies trop importantes, par exemple, je pense aux brûlés, je pense aux plaies très importantes de personnes qui ont été multi-traumatisées. Quand on parle de systémique, il va falloir faire appel à un système beaucoup plus lointain, c'est-à-dire le système viscéral, paradoxalement. On y pense peu, mais on se dit que, bon, évidemment, sur une toute petite suture, une petite cicatrice, on ne va pas faire appel à Macron pour améliorer la cicatrisation, mais quand il y a une grosse masse de cicatrisation à opérer, c'est bien d'aller voir le système viscéral. Pourquoi? Parce que le système, je clorerai cette parenthèse tout de suite, c'est que quand on va activer les systèmes hépatiques, le système circulatoire général, notamment le système hépatique, on va permettre à ces facteurs de croissance de se multiplier et d'améliorer le système d'évacuation, le rôle de détox du foie, assez connu, mais aussi tous les facteurs de croissance et les facteurs de cicatrisation vont être aussi produits par le système neuro-endocrinien qui va permettre une accélération de ce système de la cicatrisation générale. Donc, c'est un mécanisme complexe sous la dépendance, donc, comme je l'ai dit, de nombreux facteurs qui sont, somme toute, de mieux en mieux connus. Pendant très, très longtemps, la nature faisait son œuvre, on ne savait pas très bien en quoi ça consistait, mais là, à la biologie, grâce à l'imagerie fonctionnelle, etc., on arrive à mieux comprendre ces différentes phases. Alors, la première phase, assez évidente, c'est la phase altérative. C'est une phase qui va permettre justement une espèce de nettoyage. Donc, c'est une hémorragie qui va infiltrer les tissus. Vous voyez bien que quand on a une plaie, ça saigne. Et que le premier processus, c'est les globules rouges, pardonnez-moi, je parle un petit peu vite, se désintègrent et la contamination de la plaie entraîne un certain nombre de réactions biochimiques. Donc, c'est cette phase infectieuse qui est très importante, qui va permettre une grande partie du nettoyage naturel. Attention. Donc, il est indispensable à la détertion. Détertion, c'est déterger, c'est nettoyer, et doit être respecté. C'est-à-dire que si on nettoie trop une plaie, on empêche la fonction naturelle de détertion. Donc, les variations de la flore au cours de l'évolution constituent ce qu'on appelle le bactériocycle. Ça, c'est très important qu'on ait la possibilité de laisser cette flore agir pour qu'elle puisse faire son œuvre naturelle. Et naturellement, vous aurez une période qu'on appelle à coxygramme plus. Donc, les coxygrammes, on peut les mesurer, mais pour le moment, ce n'est pas très, très important. Et on entend parler souvent des staphylocoques et des streptocoques. Donc, ça, c'est l'autre phase qu'on va évoquer après. La période à bacilles-grammes moins, donc notamment les piociacines, donc le pu d'une certaine manière, dont la présence est considérée comme favorable s'il reste sur la plaie. Et c'est ce qu'on va observer sur certaines plaies. Donc, et la période à coxygrammes plus, de nouveau, exclusivement, qui survient à la phase terminale de l'épidermisation. Donc, ces différentes phases doivent être respectées. Et si on nettoie trop, pardonnez-moi, les plaies, on entrave nos capacités à la cicatrisation. Donc voilà, la rupture cellulaire liée à l'agent traumatique va faire apparaître des agents ce qu'on appelle de protéolyse qui disloquent la substance fondamentale. Voilà. Et il y aura aussi, comme on l'a évoqué, une libération des médiateurs de l'inflammation par les cellules détruites. Ça va, Camille? Tu suis? C'est fondamental, tout ça. Je suis avec toi, Frédéric. Interrogation à la fin. Histamine, leucotaxine et pyrexine, les cytokines, donc tous les processus de l'inflammation qui vont être absolument fondamentaux, qu'il faut absolument respecter. C'est important. Après, il y a la phase réactionnelle. Donc c'est une phase d'inflammation et de détertion. Donc là encore, je ne vais pas passer dans trop longtemps là-dessus. C'est une phase où il y a une exsudation à partir des capillaires dilatés. C'est ça qui est important, c'est qu'il va y avoir un afflux sanguin avec ce qu'on appelle une angiogénèse. On passe sur les autres. Cette angiogénèse, c'est-à-dire une fabrication de microcapillaires qui va entraîner
l'apport d'éléments de réparation. C'est comme si vous aviez un chantier, vous creusez un trou, c'est très bien, mais maintenant il faut apporter le matériel pour pouvoir reconstruire l'immeuble. Donc ça, c'est important. Donc vous avez les petits camions qui vont arriver. Je ne veux pas être trop naïf non plus, il ne faut pas non plus vous prendre pour des idiots, vous savez exactement de quoi il s'agit. Donc vous avez cette angiogénèse qui va permettre l'apport de polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, d'histiocynes, de macrophages, qui vont permettre la construction et la reconstruction de ces éléments. Donc la substance plasmatique va réaliser un halo œdémateux autour des capillaires. Vous voyez, je vous montrerai une photo tout à l'heure, mais vous avez la plaie, vous avez la cicatrice, et vous avez autour ces éléments rouges. Et ça, c'est fondamental de les respecter, parce que justement, ce sont eux qui permettent la cicatrisation et permettent la reconstruction du tissu. Donc, ces zones confluent, qui confluent en un flux liquidien, s'organisent de la profondeur vers la superficie, permettant l'élimination des éléments nécrosés et donc la détertion. Ce flux riche en fibrine coagule à la surface et forme l'enduit fibrino-leucocytaire, cette fameuse substance un petit peu blanchâtre qui va faire la croûte un petit peu plus tard, qui est aussi indispensable. Il ne faut pas gratter. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas gratter, parce que justement, vous empêchez d'une part la protection, mais en plus la construction en dessous. C'est le bouclier qui permet justement la reconstruction tissulaire en dessous. Ça a séché au-dessus, c'est en train de sécher au-dessus, et en dessous, ça continue son travail, pour après, comme dans tout phénomène de construction, éliminer la croûte qui va partir d'elle-même. Donc il ne faut pas l'enlever. Il ne faut surtout pas l'enlever parce que c'est elle qui permet cela. Donc il y a une production tissulaire qui est contemporaine de l'exsudation. Donc l'exsudation, c'est ce liquide blanchâtre que vous allez avoir là, qui va sécher, qui va permettre après en sous-jacent la reconstruction. Donc je passe sur l'angiogénèse, vous avez compris, caractéristique de cette phase. Les néovaisseaux se disposent en éventail, vous voyez, en éventail le long de part et d'autre de la cicatrice. Et à partir de l'endothélium, les vaisseaux préexistants, en suivant la direction du flux liquidien, se recourbent à la surface et regagnent la profondeur pour se jeter dans les vénules. Alors pourquoi tout ce système-là ? Justement pour apporter, c'est toujours le même processus, apporter les éléments de reconstruction et éliminer les déchets. Encore une fois, il faut bien nettoyer tout ce qui se passe. À ce moment-là, il y a ce fameux bourgeon charnu. Donc c'est ce nouveau tissu qui va combler la perte de substance. Donc de la profondeur à la superficie, mais là, je passe les détails parce que c'est pas le plus important. Il faut quand même passer à des éléments plus pratiques. La phase de résolution et de cicatrisation, donc la troisième phase de la cicatrisation, c'est l'organisation du bourgeon charnu qui va finir par involuer. Donc vous avez cette plaie qui va vraiment être un petit peu épaisse, un petit peu dense, et il faut la laisser aussi, il faut la respecter, c'est vraiment très très important de respecter cette zone-là, cette période-là, et laisser faire le corps, il sait faire, mais encore faut-il pouvoir l'aider, laissant place à un derme reconstitué, mais parfois pathologique. Donc c'est les cicatrices pathologiques que l'on va évoquer juste après. Là, une chose très importante, c'est l'action des myofibroblastes. Ça, c'est super important, je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas, dites-le moi, ça m'intéresse aussi, parce que moi j'ai découvert ça récemment en travaillant sur les cicatrisations, c'est ces petites myofibrilles qui vont venir sur les berges de la cicatrice, qui vont opérer une contraction, et donc contraction des berges sous l'influence de facteurs inflammatoires, les fibroblastes, acquièrent des propriétés proches des cellules musculaires lisses, ça c'est assez intéressant, et ce sont ces myofibroblastes qui tendent à rapprocher les berges. C'est pas magique ça, c'est quand même pas extraordinaire que la nature ait prévu à ce point tous les éléments en disant t'inquiète, je vais ramener les berges l'une à côté de l'autre pour favoriser l'attouchement, l'abouchement de ces berges, pour favoriser la reconstitution cellule après cellule des berges. Moi, je ne savais pas il y a quelques années, j'ai appris ça et c'était vraiment passionnant de voir ça. Et c'est là où ce travail dont on va parler tout de suite après, de la mécanotransduction, va pouvoir trouver toute sa force. Parce que c'est là que... Bon, je vais y venir après parce que j'anticipe sur là. D'abord, on va parler de la quatrième phase de la cicatrisation, qui est pratiquement la dernière phase, qui est les facteurs de croissance. Une fois que les berges sont bien bout à bout, que
le tissu est presque bien reconstitué, il va y avoir des facteurs de croissance cellulaire, tissulaire, ils sont actuellement de mieux en mieux connus et répertoriés. Alors, les plus connus sont les TGF, donc les Transforming Growth Factors, et l'EGF, l'Epidermal Growth Factor. Donc, c'est des facteurs de croissance, tout simplement, des facteurs de croissance très spécifiques qui vont venir activer la multiplication cellulaire pour finaliser la croissance. Une fois qu'on a eu la détertion, une fois qu'on a eu ces phases de nettoyage et d'inflammation, maintenant il va y avoir la multiplication cellulaire pour que le maximum de la programmation génétique des cellules tissulaires, des cellules cutanées, viennent aboucher à cet endroit-là et permettre une reconstitution à l'identique. C'est ça qui est bien. Sauf, encore une fois, quand la cicatrice est trop importante et que là, il va y avoir obligatoirement une trace indélébile de cette cicatrice. Voilà, donc il y a des facteurs de croissance et ces facteurs de croissance doivent être absolument stimulés. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, si tu veux m'interrompre, il n'y a pas de problème, parce que je suis très bavard et je parle vite, pardonnez-moi. Mais ces facteurs de croissance arrivent par voie systémique. C'est là l'importance de notre métabolisme général. Il faut que nous soyons en bonne santé pour que notre cicatrisation se fasse de la meilleure façon possible. Donc, quand on parle de système, on parle d'alimentation, on parle d'environnement, on parle de pollution, on parle aussi de mode de vie. Ça, c'est très important. On sait que la cigarette, par exemple, altère une cicatrisation. On le sait, c'est connu. Mais pourquoi ? Parce qu'on met les mégots dessus? Pas du tout. C'est parce que, justement, la nicotine va altérer, par l'intermédiaire de l'absorption intestinale, va altérer l'inflammation, le rôle inflammatoire de l'intestin. Vous savez que 80% de l'inflammation est activée par le système intestinal. Si on a un intestin de mauvaise qualité, nos processus inflammatoires seront de mauvaise qualité, donc nos processus de réparation, quels qu'ils soient, seront de mauvaise qualité. Idem, si on mange trop de sucre, si on a une consommation accrue de sucre, eh bien, nous aurons une absorption intestinale de mauvaise qualité, parce que nous aurons un encombrement intestinal. Donc l'inflammation, qui est liée aussi à l'insuline, je ne veux pas trop digresser, mais c'est important de savoir que si vous avez un niveau d'insuline trop élevé, votre inflammation, vos systèmes d'inflammation salutaires, salvateurs, seront altérés, vos systèmes seront altérés. On parle de la cigarette, on parle de l'alcool. Si vous avez une consommation accrue d'alcool, votre foie va mal être le premier processus de vos neuromédiateurs, mais aussi de vos hormones. Tout se passe au niveau de cette usine, avec presque 75 réactions fondamentales dans le foie. Fondamentales, j'entends, excusez-moi, sinon il y en a 210. Si votre foie est de mauvaise qualité, les facteurs de croissance que je viens d'évoquer seront mal fabriqués, seront mal transformés et surtout seront mal véhiculés. Parce qu'on sait que le foie est un facteur aussi d'amélioration de la circulation sanguine. Voilà. Donc, s'il est congestionné, s'il est mal détoxifié, si on ne soutient pas ses fonctions hépatiques, eh bien, nous aurons une qualité de la cicatrisation altérée. Donc voilà, tout ça, c'est important d'avoir une circulation de bonne qualité, un foie de bonne qualité et surtout un intestin de bonne qualité pour avoir l'environnement complet le plus favorable possible à ce processus. Alors, il y a plusieurs phases de la cicatrisation. C'est l'évolution normale. Donc, il y a une période de latence. Donc, la première période, ce qu'on appelle la période de latence. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces digressions. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser sur le chat. On est là pour ça. Et vous avez l'aspect clinique, donc la période de latence. Elle dure environ 3 semaines pendant lesquelles la cicatrice ne semble pas évoluer. Et ça, c'est normal parce que le corps fait son travail. Le corps est en train d'ourdir son cou. Il est en train de mettre en place tout le système pour permettre justement les différentes phases qu'on a évoquées. Après, il y a... oui, pendant cette période, on peut être un petit peu frustré. Mais si elle va trop vite, cette période, parfois, la cicatrisation peut être altérée. Voilà, si on essaye de la précipiter. La période inflammatoire qu'on a évoqué tout à l'heure, ce que le professeur Villain appelle ça l'âge ingrat.
Donc, les phénomènes inflammatoires jusque-là limités marquent une poussée. La cicatrice est rouge, douloureuse, prurigineuse. Vous voyez, ça démange autour. Vous savez, quand ça démange, c'est très, très bon signe quand ça démange, parce que ça veut dire que l'inflammation fait son boulot. Hein. Donc ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle si une cicatrice vous démange. Alors, ne la grattez pas au centre, parce que vous allez enlever justement ce film protecteur, mais vous pouvez activer justement sur les côtés. Vous avez, ce qu'on fait avec le DX, on active pour soulager ces phases de cicatrisation. La cicatrice, donc, elle est souple, et cet état est à son apogée à peu près au 2e mois de l'évolution cicatricielle. Alors, je parle des grosses cicatrices, je ne parle pas des petites plaies qui vont cicatriser d'elles-mêmes, évidemment. Donc, il y a une période après d'involution, qui débute au 3e mois et se poursuit à peu près entre le 12e et 18e mois. Et ça, c'est chez l'enfant, mais entre le 6e et le 8e mois chez l'adulte. Donc, vous voyez, le travail peut être prolongé. C'est-à-dire qu'une fois que le chirurgien a fait son œuvre, c'est un petit peu comme le chirurgien orthopédique qui regarde une radio, qui voit la prothèse de hanche, prothèse de genou, ou quelque acte chirurgical, quel que ce soit, il regarde la radio, il dit ouais, c'est super, c'est fini, moi mon boulot est fait. Mais maintenant, tout le boulot reste à faire par le corps, donc par nous, praticiens de santé, qui allons accompagner le patient dans sa cicatrisation et dans sa réadaptation. Donc ça, tout ce boulot reste à faire. Donc une cicatrice peut travailler encore 6 à 8 mois, donc ça veut dire qu'on a encore plein de... Daniel qui nous pose peut accélérer la synthèse de néocollagène. Justement, trop tard, j'ai vu la question, Daniel, ça t'apprendra. Oui, bien sûr, par l'intermédiaire de notre travail de mécanotransduction qu'on va évoquer juste tout de suite après ces phases-là, oui, on peut activer la fabrication de néocollagène. C'est ça qui est important, qui est assez important. Donc après, il y a ces phases passer ce délai, des 6-8 mois, passer ce délai, la cicatrice peut être considérée comme immuable dans l'idéal, et la cicatrice est blanche, fine, souple, indolore, mais indélébile. Si elle n'est pas souple, fine, blanche et indolore, il y a un problème. Je parle après le 6e et 8e mois, en fonction de la taille de la cicatrice. Donc ça, ce sont des critères fondamentaux que vous devez garder toujours en tête. Souple, fine, indolore et blanche. Si elle est rosée, rouge, épaisse, dure de la superficie vers la profondeur ou de la profondeur vers la superficie, et surtout si elle reste douloureuse, sachez que vous pouvez encore travailler. Et c'est là que ça c'est aussi très important à entendre, c'est qu'on peut toujours la travailler. Toujours, toujours. Le corps n'a jamais dit son dernier mot, sauf entre 4 planches, mais le corps n'a jamais dit son dernier mot. Tant qu'il y a de la possibilité de le travailler, on peut le travailler, on peut la travailler. Donc, n'oubliez pas que le chirurgien fait une suture et c'est nous qui cicatrisons. Et nous ne sommes pas égaux face à notre processus génétique, à notre atavisme, nous ne sommes pas égaux. Donc, certaines personnes de couleur noire vont avoir des cicatrices extrêmement épaisses parce que c'est ethnique. D'autres, avec des peaux blacks, vont avoir des cicatrices très très fines parce que c'est comme ça. Des peaux blanches qui, a priori, devraient avoir une cicatrisation avec fine, un petit liseré fin, peuvent kéloïder sans aucun problème. Ça, c'est un problème d'injustice face à des personnes qui, par exemple, vont avoir des vergetures alors qu'elles n'ont pris que 5 kilos pendant leur grossesse, et d'autres personnes qui ont pris 25 kilos vont faire des vergetures. C'est une qualité de peau contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. C'est notre... Donc, les différentes phases, cicatrices pathologiques qu'on peut rencontrer, donc c'est les cicatrices hypertrophiques kéloïdes, c'est les cicatrices rétractiles avec des brides cicatricielles, on en voit, notamment chez les brûlés, les cicatrices adhérentes et les cicatrices fibrosées. Gardez juste en tête qu'elles doivent être blanches, fines, souples et indolores. D'accord ? Ce sont les critères d'efficacité de votre bonne cicatrisation. Si un de ces critères n'est pas respecté, on peut la travailler. Voilà. Caroline, oui, quel que soit le moment, si elle est... moi, je pense aux cicatrices de césarienne. Beaucoup de femmes viennent chez nous avec des problèmes de digestion, avec des problèmes d'utérus fibreux, avec des problèmes de lombalgie. Ça, c'est notre boulot, ça. Et oui, Caroline, 20 ans après, on les voit parce que justement, ces cicatrices
Je prends l'exemple de la césarienne à bon escient, c'est que la cicatrice que l'on voit, le petit sourire subtubien que l'on voit chez la femme, très bien, magnifique, c'est un petit liseré tout blanc, etc. Mais quand on met les mains dessus, de quelle qualité est-elle? Comment est-elle cette cicatrice? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle n'est pas adhérente? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Cette cicatrice, très jolie en superficie, ça veut dire que votre peau a bien cicatrisé. Mais qu'en est-il de vos tissus profonds? Qu'en est-il? Eh bien, allons voir ce qui se passe. N'a-t-on pas un tissu couche plan par plan qui va se fibroser avec le temps? Donc, n'a-t-on pas des adhérences qui vont lier les couches profondes, les aponévroses et les fascias, qui eux-mêmes sont reliés au tissu digestif, aux aponévroses digestifs, au tissu musculaire profond, et par l'intermédiaire des ligaments, je passerai les détails, ne sont pas adhérentes au sacrum, au lombaire. Et on se retrouve avec des tractions fibreuses très importantes qui vont donner de lombalgies. Mais ça, je ne veux pas spolier le sujet de juillet sur les lombalgies, justement. Peut-on traiter les lombalgies par la peau? Oui, absolument, c'est le prochain sujet. Donc oui, Caroline, on peut traiter une cicatrice, même 20 ans après, même surtout 20 ans après, parce qu'il n'y a pas de raison. Un tissu est vivant. À nous de lui redonner cette angiogénèse superficielle pendant la phase de cicatrisation qu'on a évoquée, mais une angiogénèse aussi en profondeur, c'est-à-dire qu'on peut être, comme on le fait en fascia, comme on le fait avec le scrapping, comme on le fait avec les ventouses, comme on le fait, redonner du sang. Vous savez, en ostéopathie, notre credo, c'est la loi de l'artère. C'est un des grands credos de l'ostéopathie, c'est-à-dire que là où il y a du sang, il y a de la vie. Là où on n'a plus de sang, il n'y a plus de vie locale, évidemment, locale. Donc, la loi de l'artère, redonner de la microcirculation et de la macrocirculation locale, peut évidemment reconstituer un tissu collagénique fibreux sous-jacent, redonner une mobilité, une néo-mobilité à cette zone-là, et effectivement redonner de la vie, de la profondeur vers la superficie. À l'inverse de ce qu'on fait lors d'une cicatrisation fraîche, c'est de donner de la vascularisation de la superficie vers la profondeur. Quand la plaie vient d'être faite, dans les 3 premiers mois, quand la plaie vient d'être faite, on parle de cicatrisation, de vascularisation de la superficie vers la profondeur. Mais après, avec le temps, une fois que la cicatrice est faite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une néovascularisation de la profondeur vers la superficie. Donc oui, Caroline, il n'y a pas de moment pour travailler une cicatrice. Il n'y a pas de moment. Dès lors qu'il y a une doléance, quelle qu'elle soit, fine, souple, blanche et indolore, dès lors qu'il y a une doléance, même à distance, sans spolier notre webinaire de juillet, même à distance, n'oubliez jamais qu'une cicatrice peut être toxique de beaucoup de façons et à distance. C'est-à-dire qu'une lombalgie peut être due à une césarienne. Une lombalgie peut être due à une cicatrice d'appendicite. Une lombalgie peut être due à n'importe quelle cicatrice antérieure, même à une célioscopie, même si on est très économe sur la cicatrice en célioscopie. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on fait 3 petits trous ou 4 petits trous en superficie sur l'abdomen qu'à l'intérieur, on n'a pas fait des trous. Bien sûr que pour aller choper une vésicule biliaire, bien sûr que pour aller faire choper un fibrome ou je ne sais quoi en célioscopie, bien sûr qu'on a lésé des tissus en profondeur. Dès lors qu'on a agressé un tissu, il se défend. Il se défend de la meilleure façon possible quand il sait faire et qu'il a les possibilités de le faire, qu'on lui donne les possibilités de le faire. Donc travailler avec nos mains, travailler avec des appareils, travailler avec l'énergie, travailler avec l'alimentation, travailler avec la respiration, travailler avec tout ce que vous voulez, les lumières, les aiguilles, tout ce que vous voulez, mais travailler sur ces cicatrices, même si on pense que la célioscopie n'est rien du tout. Bien au contraire. Méfiez-vous des petits. Et en ostéopathie, une autre règle, c'est que les petits dirigent les grands. Donc les petits trous peuvent faire des gros dégâts et une grande cicatrice peut être complètement inoffensive. Voilà. Donc je passe les détails là-dessus, j'avance. Bon, j'espère avoir répondu à Caroline et à Daniel par l'intermédiaire de cela. Et là, un petit point assez important qui va nous mener directement à cet engin assez génial que j'utilise plus que quotidiennement. Enfin non, quotidiennement, je ne peux pas l'utiliser plus que quotidiennement. Je vais l'utiliser que très quotidiennement. C'est la mécanotransduction.
Alors, la mécanotransduction, c'est un phénomène dont les vaisseaux sanguins sont en permanence soumis à des contraintes mécaniques associées à la pression artérielle, de caractère pulsé et au flux sanguin. Alors, vous savez très bien, oui, Caroline, c'est encourageant, donc il ne faut pas désespérer. Si vous avez une cicatrice, quelle qu'elle soit, il faut la travailler. Donc, nos flux, et heureusement, notre corps est en mouvement. Encore une fois, le sang, c'est la vie, mais le mouvement, c'est la vie. Donc, dès lors que vous allez donner du mouvement, vous allez donner du flux sanguin dans la zone, et les vaisseaux veineux, lymphatiques, artériels vont être pressés et décompressés. Donc, toute variation de ces contraintes est perçue au niveau des cellules vasculaires et se traduit par des modifications fonctionnelles et structurelles des vaisseaux. Donc, plus on va bouger, plus on va donner ces informations. De nombreux récepteurs présents à la surface des cellules endothéliales, on connaît bien, sont sensibles à ces forces de cisaillement. Suivez-moi bien. Les intégrines, donc ce sont des petites structures qui vont relier la membrane basale, reliant la matrice extracellulaire au site d'adhérence focale et au cytosquelette de la cellule, peuvent transmettre et moduler, je parle doucement pour pouvoir intégrer l'information, la tension mécanique dans la cellule. Donc, plus vous allez mobiliser votre système circulatoire, cellulaire, plus vous allez donner des informations à votre cellule. Par ailleurs, les contraintes mécaniques agissent sur les canaux ioniques. Vous savez, les canaux ioniques, quand vous avez une cellule, les canaux ioniques sont les canaux qui vous permettent de faire rentrer des éléments de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur, par dépolarisation, c'est pour ça qu'on l'appelle ionique, et de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Donc, sur les canaux ioniques, donc ce que je disais, stimulant des récepteurs membranaires et induisent des cascades complexes d'événements biochimiques. Voilà. De nombreuses voies intracellulaires, telles que la voie des MAP kinases, sont actives par le flux sanguin et aboutissent à l'induction de facteurs de transcription qui contrôlent l'expression des gènes. Entendez bien cela, c'est super important. Aboutissent à l'induction de facteurs de transcription. C'est quoi la transcription? C'est-à-dire que j'envoie un message de la superficie de la cellule, ARN messager, ADN code génétique, message vers la cellule, et on va programmer justement cette mécanotransduction, on va programmer les cellules pour qu'elles jouent leur rôle. Le rôle après la différenciation cellulaire, quand on est tout petit, qu'on est quelques cellules, juste après la fécondation, après la nidation, on est quelques cellules, pas la fécondation, la nidation, on est quelques cellules et un certain nombre de cellules, vous allez voir la différenciation cellulaire. La différenciation vous dit que ça sera la cellule de la peau, ça sera la cellule de l'œil, ça sera la cellule d'un os. Eh bien, cette différenciation est programmée par le code génétique. Eh bien, quand on produit une cicatrisation, quand on fait une cicatrisation, la programmation génétique fait que la cellule va donner une cellule cutanée, une cellule musculaire, une cellule fibreuse, une cellule de je ne sais quoi. Cette programmation est encodée par le système génétique. Donc ainsi, par des mécanismes purement locaux, le vaisseau sanguin est capable de s'adapter à son environnement mécanique. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que la mécanobiologie, qui étudie comment les cellules et les tissus répondent aux conditions mécaniques de l'environnement, connaît un renouveau spectaculaire. Et pour cause, c'est pour ça que ça marche. Parce que justement, quand on comprend que la mécanotransduction permet de reprogrammer, je vous rappelle que nous sommes des soignants, pas des guérisseurs. Donc on prodigue un soin, et qu'à partir de ce soin, le corps se guérit. Nous, on ne guérit rien du tout, comme d'habitude. On ne guérit rien. On prodigue un soin de la meilleure façon possible, et que ce soin va nous permettre de donner au corps, troisième règle de l'ostéopathie, la capacité d'auto-guérison. C'est le corps qui se soigne. Et c'est pour ça que, hélas, nous ne sommes pas égaux face au même traitement. Pour la même pathologie, même traitement, pas le même résultat. Parce que justement, nous avons une programmation qui fait que certains, hélas, ne vont pas répondre de la meilleure façon possible à un même traitement. Désolé Camille, je suis extrêmement bavard. Ça te va? Très bien Frédéric, merci. T'inquiète pas. Notamment donc, cette mécanobiologie, de nouvelles technologies permettant d'observer presque en direct les cellules se déformer, on parlait d'imagerie tout à l'heure, résister à une pression, réorganiser leur cytosquelette
ou déclencher des cascades de réactions biochimiques face aux forces mécaniques extérieures. L'importance des forces mécaniques extérieures. Ouh, je dépasse le temps, je dépasse le temps. Voilà. Donc la mécanotransduction, qui est un processus par lequel les cellules d'un organisme convertissent les stimulus mécaniques de leur environnement en messages électriques, biochimiques ou génétiques, est essentielle aux fonctions sensorielles telles que l'audition. Ben oui, le toucher ou la nociception, et très spécifiquement pour les processus de cicatrisation. Ben vous savez très bien que cette mécanotransduction, c'est la transformation d'un son vibratoire en réaction électrique, donc qui va venir percuter le lobe temporal et nous donner une signification à notre son. C'est une longueur d'onde, une fréquence qui vient percuter le tympan, qui va, par l'intermédiaire des 3 osselets, venir percuter la cochlée et va, par l'intermédiaire de la vibration mécanique, être transformée en vibration, en message chimique, qui va être après électrique pour atteindre le cerveau. C'est pas magique ça? Eh bien, c'est ce qu'on fait lors de la cicatrisation. On va utiliser un aspect mécanique. Cet aspect mécanique va nous permettre de coder notre gène et de dire « Oh, les cellules de collagène, oh, les cellules de cicatrisation, on y va, on va bosser pour aller nous occuper de la cicatrisation génétique et biochimique et après de reconvertir tout cela en nature. » Voilà. Donc, c'est là où on va utiliser cet appareil qui nous permet, si je le branche, ça marche vachement mieux, qui va nous permettre, grâce à différentes têtes, d'avoir un système d'aspiration. Je ne sais pas si vous voyez bien la chose, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà, vous avez différentes têtes qui sont ici, avec différents réglages qui sont possibles sur la machine. Donc, voilà. Oh, Starvac, je connais ça. C'est une très bonne marque. Starvac ici. Je confirme, Frédéric. D'avoir un réglage du système pulsé au continu. Plus on va être quand on est en pulsé, plus on va être rapide, plus on va être en superficie, c'est normal. Hein, quand on se met sur la fleur de l'eau, hein, on se met à fleur d'eau comme ça, et on tape légèrement l'eau, il va y avoir un tapotement, une onde vibratoire qui va parcourir la superficie de l'eau. Mais quand on tape un petit peu plus, là on va avoir le requin ou la baleine qui vont venir parce qu'ils vont entendre la percussion et on va aller en profondeur. Donc là, vous avez différents réglages qui nous permettent justement d'aller soit rapide en superficie, soit poum, 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 en profondeur grâce à un rythme beaucoup plus lent. Et après, évidemment, on peut régler si on veut être sur la superficie de la peau, sur la profondeur. Comme je vous parlais tout à l'heure de viscéral et que je travaille avec cette grosse capsule, cette grosse cup. Grosse cup. Cup. Hein? Cup, très bien. Ouais, cette grosse ventouse. Cette grosse cup que je me mets sur le viscéral, je ne peux pas vous montrer ici, c'est ici. Hein, quand je me mets sur le viscéral et que je vais mettre la personne sur le côté et travailler le viscéral avec grosse intensité pour pouvoir travailler la profondeur et quelque chose qui va travailler en profondeur avec un rythme lent, je vous assure que ça décape. Ce que je disais tout à l'heure en off à Camille, c'est que nous, quand on est en train de travailler, on est en appui. On est en appui. Et c'est difficile pour nous de décoopter quelque chose, de tracter quelque chose, si ce n'est de mettre dans des positions abracadabrantes. Mais là, justement, quand vous allez avoir un système d'aspiration, vous allez pouvoir aspirer et permettre justement une décompression. Et qu'est-ce qu'on fait quand on décompresse? Si je vous étrangle comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux plus faire passer le sang, ni l'air, ni quoi que ce soit. En revanche, dès que je vais décompresser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter le sang nécessaire. Le sang, c'est la vie, le sang, c'est le mouvement, c'est la vie. Allez hop, on est dessus. Donc, on va pouvoir travailler en décompression de la zone, aspirer, décoapter, décoller. Et ça, c'est important. Et donc, en fonction du stade de la cicatrisation, moi, mes cicatrices, dès qu'elles sortent du bloc opératoire, dès qu'elles sont opérationnelles, elles sont labourées à cause de l'anesthésie, cicatrice de sein, cicatrice de chirurgie, quelle qu'elle soit, dès que la personne est opérationnelle, capable de venir à mon cabinet, je la prends. Mais on va dire, vous n'allez pas me toucher ma cicatrice, mais j'ai encore les fils, j'ai encore les pansements. Qui a dit que je vais les mettre les doigts dedans? Systémique, régional et local. Prenons le raisonnement inverse. Systémique,
régional, puis local. Le corps vous indique ce qu'il faut faire. Vous voyez bien qu'une cicatrice, au sortir dans les 2 premiers jours, on ne peut pas y toucher. Évidemment que non. Laissons travailler le système, redonnons une bonne alimentation par voie orale et aussi par voie circulatoire, et occupons-nous du système. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'aspiration au niveau hépatique, du viscéral, même si on a une cicatrice du sein, même une cicatrice au niveau du front, je m'en fous, c'est le foie qui doit travailler. Allons travailler sur le foie, à distance, très bien. On n'est pas obligé de passer 3/4 d'heure dessus. Moi, je passe 2-3 minutes là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la crème au niveau viscéral, abdominal complet. Je vais travailler avec celle-ci ou celle-ci. Et on va en parler tout à l'heure parce que celle-là, c'est la magie, ça. Ça, c'est le truc au niveau viscéral qui est juste extraordinaire. Hein, avec les 2 plis. Hein, les plis, ça, tu en parleras mieux que moi. Moi, j'en parle d'expérience. Toi, tu vas en parler de l'histoire de Starbucks. Sur le viscéral, je vais pouvoir travailler sur mon système digestif global. Si je veux travailler localement, il n'y a pas de problème. Et une fois que j'ai fait ça, je vais me rapprocher de ma cicatrice. Je vais me rapprocher et je vais respecter le halo cicatriciel. Vous avez la cicatrice, les sutures, vous avez un phénomène rouge autour et un phénomène blanc autour. La cicatrice, rouge et blanc. Blanc, ça veut dire que c'est en train de pomper énormément d'éléments à la périphérie. On va l'aider. On va l'aider. On est là pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aider la cicatrisation avec, à distance de la cicatrice, à distance, on va travailler. C'est une petite cicatrice, petite tête. C'est une grosse cicatrice, un petit peu plus grosse, un petit peu plus grosse. On va prendre cette cup-là. Encore un petit peu plus grosse, encore celle-ci. Celle-ci, on va la réserver pour d'autres traitements moins cicatriciels. Hein. Mais là, j'ai une cicatrice de prothèse de hanche, qui soit antéro-externe, ou là, strictement latérale, peu importe. J'ai cette cicatrice qui est bien épaisse, avec les fils, le pansement, pas de problème. Je vais à distance. Je vais travailler sur mon pli inguinal pour pouvoir pomper le réseau lymphatique. N'oubliez pas, veineux, lymphatique et artériel. On a tout ce qu'il faut. Je vais travailler avec mon petit pompage, très léger. On est en superficie, rapide. On va faire un petit. Je fais bien la pulsion rapide. Hein. On va faire comme ça. Vous voulez que je vous le montre? Non, il faut vous le montrer. Si je veux vous le montrer. N'insistez pas, je vais vous montrer. Voilà. On va être rapide. Ici, on a la pression. Et on restart. Voilà. Voilà. Et là, on est 2-2. Je ne sais pas si vous entendez. Ça fait ça. Je vais faire plus fort. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si c'est très visible. Voilà. Là, peut-être on voit. Stop. Alors là, j'ai mis une forte pression pour un réseau lymphatique. Il n'en est pas question. Réseau lymphatique, je vais être à 2. Attends. Oh, reste là, toi. Je vais être à 2 ou 3. Très superficiel. Et là, ça agrippe à peine. Mais ça me suffit largement. En revanche, je suis sur une région un petit peu plus dense, un petit peu plus épaissie. Là, je vais mettre quelque chose de plus fort. Et si je veux être en profondeur, pardon, c'est pas ça. Si je veux être en profondeur, voilà, je remonte ici. Là, je suis très très rapide, très superficiel, à 5 Hz. Ça, c'est pour autre chose, pour une autre stimulation. Je reviens sur 1,2 et là, je suis lent. Je suis profond parce que je suis lent. D'accord? D'accord? Donc voilà, quel que soit, alors ça c'était, merci. Quelle que soit ma période de cicatrisation, moi je prends mes cicatrices dès la sortie de l'hôpital, dès que la personne peut. Les médecins vont crier au scandale. Les meilleurs résultats que j'ai, c'est ceux que j'ai eus en précoce. Immédiatement après la chirurgie, je les prends, mais je ne vais pas les toucher. Au fur et à mesure que la cicatrice, selon les phases que l'on a évoquées, va se rétrécir, les phases inflammatoires vont se rétrécir, je vais me rapprocher. Au bout de 10 jours, 12 jours, 15 jours, ça dépend des phases de cicatrisation et de la cicatrisation du chirurgien aussi. Soit les fils tombent, soit les fils sont enlevés. Eh bien, écoutez, pas de problème. Est-ce que j'ai une surinfection? Est-ce que j'ai une plaie? Attendez, j'aurais bien voulu vous montrer. Je vais le faire parce que je peux le faire parce que je suis. Je voulais vous montrer juste une petite.
une petite cicatrice que j'avais notée, qui était un peu deg. Voilà. Quand vous avez ça, vous partagez mon. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. C'est un switch. Voilà. Oui, je traite autour du pansement. Oui, oui, Magali. Voilà, vous voyez mon écran là. Voilà. Ça, elle est assez à distance. Elle est creuse. Vous la voyez? Vous la voyez bien ou pas? On voit bien là. Je vais agrandir un petit peu plus. Voilà. Elle est creuse. Là, on voit qu'elle est dépressive, la cicatrice. Là, on sent qu'il y a un phénomène inflammatoire sur les pourtours. Voilà. Que je mette là, vous voyez? Sur le pourtour, on sent que l'inflammation est toujours bien active. Et ici, ça veut dire que la zone est encore pas bonne. Moi, j'opte pour une petite infection locale, hein, mais le rouge inflammatoire plus cette zone fibrinogène très, très jaune comme ça et craqueleuse, ça, c'est pas bien. Là, il va falloir que je travaille un petit peu plus. Certainement avec des huiles essentielles, peut-être avec un petit peu de miel, avec un petit peu de chromatothérapie, avec un petit peu de tout ça. Il y a plein de choses naturelles. Là, tiens, un truc qui est vachement bien pendant que j'y suis là, puisque une alternative à cela. Quand vous avez une cicatrice comme ça, qui a besoin absolument d'énergie. Oui, Magali, c'était quoi vous dites oui, Magali, mais à quoi? Donc, oui, donc moi, je traite autour du pansement. Si c'est ça votre question, vous avez une autre question, n'hésitez pas. Moi, je traite autour du pansement, hein, donc sans hésiter. Parfois, je vais le décoller un petit peu pour voir quelle est la zone, si d'abord elle est propre, si tout se passe bien, parce que parfois les infirmières, aussi brillantes et géniales soient-elles, parfois elles n'ont pas le temps. Donc nous, on a le temps de pouvoir soulever le pansement et de regarder si tout va bien. Et en plus, nous, ça nous permet, puisqu'on a un petit peu plus de temps, de rassurer les gens en disant, bah tiens, voilà, la cicatrisation, elle évolue bien, c'est normal que ça coule, c'est normal qu'il y ait ci, c'est normal que ça. Donc c'est à nous de faire notre boulot aussi d'explication pédagogique pour pouvoir rassurer. Et en plus, vous savez qu'on note encore plus sur une cicatrice, et j'en ai eu énormément, une cicatrice d'ablation du sein, d'ablation hein, carrément, hein, quand on a posé les mains dessus, à côté, hein, sur une grosse cicatrice d'ablation, je vous garantis que la personne, déjà, elle va se reconnecter avec sa zone et elle va pouvoir se réhabiliter la zone et sa cicatrisation va être de meilleure qualité. Un petit truc en médecine qu'on fait aussi, en médecine chinoise, qu'on fait qui est vachement intéressant, c'est que si vous avez des aiguilles d'auriculothérapie, donc c'est des petites aiguilles, vous allez planter à la lisière du rouge, vous voyez le rouge qui entoure là, à la lisière, hein, loin, vous allez mettre une aiguille ici, une aiguille ici, un peu loin, hein, et en quinconce, toujours en dehors du rouge, en quinconce, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Et vous laissez faire pendant 4-5 minutes. Vous laissez faire. Vous les plantez juste en superficie, pas en profondeur, hein, juste en superficie. Certaines vont juste s'incliner, mais elles vont rester accrochées à l'épiderme, juste ça. Et ça, vous allez redonner de l'énergie à la zone. Et vous allez voir que le rouge va se réduire assez rapidement, beaucoup plus rapidement. Et là, tout de suite après, vous allez vous prendre la petite tête, c'est une petite cicatrice. Ou ça, c'est la toute petite tête ici. Ah bah non, je vais enlever le partage d'écran, pardon. Voilà. Une toute petite tête ici. La tête oblongue aussi, qui est très intéressante pour certaines zones. Sinon, vous prenez, elle est là. Voilà. Là, le petit cup, comme ceci, le petit cup. Et là, vous allez travailler tout autour, toujours à la lisière du rouge. N'allez pas dans le rouge. C'est le cas de dire, n'allez pas dans le rouge. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Laissez faire. Le rouge est utile. Le rouge est utile. Donc, c'est l'inflammation, c'est tout le phénomène de cicatrisation. Si vous êtes dans le rouge, vous allez altérer la nature. Laissez faire. Donc, apportez les éléments en périphérie, donc du loin au près, du loin au près. Donc oui, Magali, en dehors du pincement vers le pansement. Et dès que le pansement commence à pouvoir être enlevé, ben vous vous rapprochez du rouge, toujours à la lisière, vous travaillez. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de rester à la circonférence du rouge. Hein. Allez de loin au proche, de loin au proche. Ramenez les éléments, ramenez du sang, parce que le sang, c'est lui qui sait faire. C'est pas vous qui savez faire. Ne cherchez pas, c'est pas vous. Hein. C'est la nature qui sait faire. Donc ramenez le sang en disant bah, fais ton boulot. Oh. On se calme. C'est Paris, ça. Voilà. J'ai un petit peu dépassé du temps, je suis désolé. Je voulais juste avoir aussi ton avis. Ah mais non. Pendant que tu vas parler, je vais fermer la fenêtre. Parce
que je voulais savoir, c'était quelle était l'histoire de Starvac. Comment on est arrivé à ça? Eh bien, je vais te raconter tout ça, Frédéric. L'histoire de Starvac, en fait, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 52 ans. C'est une marque qui est implantée sur Toulouse. C'est donc une fabrication française. Et l'histoire a commencé par française. Une société française. Voilà, on fabrique, on conçoit, tout est produit sur Toulouse. Ce sont évidemment aussi des brevets, des dispositifs, des brevets qui sont scientifiquement prouvés. Tu as très fortement parlé de la mécanotransduction, puisqu'on est basé sur cette méthode-là, effectivement. Ah oui. Donc, on est aussi des dispositifs médicaux. L'histoire, elle a commencé avec Jean Fradenrache, qui est le papa de Daniel Fradenrache, qui est aujourd'hui le dirigeant de la société, et qui était lui-même avant tout un kinésithérapeute manuel et qui effectivement a cherché prioritairement à concevoir des outils de thérapeute au service de la main et de la compétence des thérapeutes. Et en fait, il a vite réalisé qu'effectivement la main, même si elle reste évidemment indispensable dans son métier de thérapeute, elle ne pouvait pas assurer de façon régulière et précise et même constante tout au long de la journée, tout au long de la semaine, un travail constant. Donc, c'est comme ça qu'il a décidé aussi d'apporter à son métier une technologie qui pouvait l'aider dans ses pratiques quotidiennes pour gagner en efficacité, mais également en temps et en confort, évidemment, pour sa main, mais également son dos. Voilà comment est arrivée, en tout cas, nous, la première technique de palpé roulé mécanisé, qui est d'ailleurs la première technique de palpé roulé qui a été réalisée. On a été effectivement très innovant il y a maintenant donc plus de 52 ans. Mais plus innovant, innovant avant ceux qui ont dit qu'il était innovant. Eh bien, innovant à partir de 61. Donc, effectivement, oui. Il y a d'autres marques qui sont arrivées bien plus tard pour ne pas en citer. Mais oui, effectivement, on est les pionniers dans la création des palpés roulés mécanisés. On est également les pionniers sur la pressothérapie. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, Starvac, c'est vraiment une société qui a conçu aujourd'hui des techniques au service du thérapeute pour l'aider dans son quotidien. Effectivement, ce DX Focus, c'est un de nos derniers bébés, c'est une de nos dernières générations d'appareils de dépresso, qu'on appelle d'ailleurs le stretching cellulaire. Donc, ça fait partie d'une gamme qui est composée de deux appareils, le DX Focus que tu as derrière toi, et on a également un autre appareil qui s'appelle le DX Smart, un petit peu avec des options supplémentaires, voilà, on va dire, et qui sont au service de tous les thérapeutes qui recherchent, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'efficacité et de la rapidité, et un appareil à portée de main pour être accompagné et aidé au quotidien. Alors, il y a une caractéristique aussi. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose qui permet... Alors, j'ai un message d'un auditeur. Voilà. Voilà. Alors, non, il faut oser poser cette question sans aucun problème. Non, il faut y aller. Ça c'est génial parce que vous avez un double pli. Alors, là, vous allez voir, vous voyez un rouleau qui est ici, un rouleau qui est ici, un rouleau qui est... Vous avez le système d'aspiration, évidemment, qui vient. Et en fait, vous aurez un double pli de peau qui va potentialiser un truc que vous ne pouvez pas faire à la main. Nous, on sait faire un palpé roulé. Mais on peut faire un palpé roulé jusqu'à une certaine limite, jusqu'à une certaine force. Et justement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas doser, qu'on ne peut pas doser. C'est très, très difficile à bien doser et surtout à reproduire de la même façon. C'est très, très difficile avec la seule main. Alors, juste avant de pas, je voulais juste corroborer quelque chose que tu dis, très, très important, c'est que ça accompagne notre main. C'est-à-dire que ce n'est pas main libre. Il ne faut pas l'oublier. Ça, ce n'est pas main libre. Ce n'est pas un truc, on va le poser, on va prendre un café ou on va prendre 12 patients à la fois. Non, on est obligé. Moi, c'est mon concept du soin, c'est qu'on a une main qui va accompagner et une main qui va traiter. C'est-à-dire que votre tête va être guidée par l'autre main. Et l'autre main, la main applicatrice, la main palpatrice, va nous permettre de savoir exactement où se trouve
les zones à traiter. Hein, parce que si on est distrait, on se retrouve sur la jambe ou sur le genou, or qu'on était en train de travailler l'abdomen. Là, je caricature évidemment, mais là, notre main va guider. On va pouvoir travailler. C'est l'intérêt des crèmes qui sont aussi là, des crèmes drainantes, pour ça c'est autre chose, des autres crèmes que vous avez, des crèmes massantes, parce que ça permet de glisser. Hein. Et quand vous avez une ventouse, une cup comme ça, une ventouse qui est empulsée, elle lâche parfois, sauf si elle est trop, si on augmente la puissance, l'intensité, elle va lâcher. Ben, si vous la tenez avec l'autre main, comme si vous pouvez masser en même temps, vous avez la possibilité d'aspirer et d'avoir le cup qui va venir complètement en soutien de votre main. C'est ça qui est important, en soutien de votre main. Et ça, c'est pas un main libre, c'est pas quelque chose. Et ça, la personne, le patient, la patiente, va apprécier le fait que vous soyez avec les mains. Donc le double pli de peau, ça c'est une exclusivité Starvac. On dirait Pierre Bellemare. C'est ce qu'on appelle le stretching cellulaire d'ailleurs, voilà. Frédéric. Tout à fait. J'allais y venir, c'est ça qui est très important. C'est ce stretching qu'on ne peut pas faire nous à la main. On peut le faire un petit peu, mais on ne peut pas le reproduire. Cette machine-là, cette tête-là, très originale. En plus, bon, ne vous inquiétez pas, ça se nettoie facilement, c'est très très intuitif comme fonctionnement et c'est très facile à mettre en place. Donc le double pli, un grand pli et un plus petit pli qui fait justement cette caractéristique du stretching cellulaire. C'est la caractéristique de Starvac que vous ne trouverez nulle part ailleurs, toujours imité mais jamais égalé, hein, qu'on a. Et ça, c'est fabuleux parce que vous soyez un problème esthétique, que vous avez un problème viscéral, que vous avez un problème dermalgique, quel qu'il soit, ça vous sauve des traitements et ça accélère le traitement mais d'une façon incroyable. Vous connaissez la bosse de bison? Vous connaissez la cellulalgie à l'intérieur du genou récalcitrante. Essayez de la prendre avec les mains, tiens. Vous allez vous prendre une tarte tout de suite parce que ça fait super mal. Hein. Mais là, si vous travaillez avec ça, eh bien, vous pouvez doser l'intensité, la fréquence et la profondeur de traitement. Vous glissez tranquillement sur la zone et au fur et à mesure vous allez voir que les gonalgies, c'est-à-dire les douleurs du genou, qui ont comme témoin la cellulalgie, parce que je vous rappelle qu'une cellulalgie, c'est-à-dire un paquet adipeux épais, cellulite, avec de la cellulite au-dessus, c'est le témoin d'une souffrance sous-jacente. Vous savez, le petit paquet que certaines femmes ont au-dessus du sacrum, le PCA, c'est ma petite cellulite. Hein, mais c'est quoi ça? Ça nous. Encore, on ne va pas spoiler le webinaire, le prochain webinaire. Mais quand vous avez un paquet adipeux comme ça, c'est une manifestation locale d'une douleur, d'une problématique à distance. Le corps est en train de nous dire, tu sais là, ma bosse du bureau, ouais, mais ma mère l'avait aussi, et ta mère elle se tenait aussi comme ça. Mon père l'avait aussi, mais ton père se tenait aussi comme ça. C'est une souffrance d'antériorisation, de souffrance de cisaillement de la zone C7D1. Lombosacré, c'est pareil, c'est une zone de cisaillement, c'est une zone de souffrance, soit assez proche de la zone, c'est-à-dire discale ou articulaire, mais aussi viscérale. C'est des personnes qui auront des règles douloureuses, des règles abondantes, ou des règles de ceci ou de cela, ou un fibrome de l'utérus, ou des problèmes utérins, ou bien une endométriose. Petit paquet. Pareil pour le genou. Eh bien ça, plutôt que d'essayer de l'attraper à la main et de faire mal à vos mains et d'essayer de reproduire, parce qu'au bout de 3 fois, 4 fois, ça vous gave hein, de le faire, parce que chaque fois, eh bien, vous le faites à la main 3-4 minutes. Ça suffit largement. Thermostat 4, laissez reposer, vous allez voir, ça va marcher tout seul. Une fois que vous avez ce travail 3-4 minutes, ça suffit largement avec vos mains, avec cette tête-là, et en accompagnement de vos mains, voilà, vous êtes en train de masser, parce que nous sommes des masseurs kinésithérapeutes, même si on a perdu l'exclusivité du massage, tant mieux pour nous, tant mieux pour les autres, parce qu'il y a très très bons masseurs sans qu'on soit kinésithérapeute, et tant mieux. Vous massez en même temps et vous travaillez ça avec ce double pli de peau, vous allez voir les résultats. Vous allez avoir des résultats locaux, la cellulalgie va partir, le paquet adipeux va diminuer, mais la morphologie restera, il ne faut pas l'oublier, la morphologie restera. On ne peut pas changer de morphologie, il n'y a que la chirurgie qui peut changer de morphologie, nous on ne peut pas. On peut améliorer, on peut lisser, on peut désépaissir, mais on ne peut pas modifier la morphologie complète. Hein. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir non seulement des résultats locaux, régionaux et systémiques, parce que vous serez sur des zones réflexes. Je t'ai pas perdu, Camille, ça va? Voilà. Donc, c'est important.
Voilà. Donc, stretching cellulaire, c'est cette chose-là qui est faite par cet appareil-là. Donc, vous branchez de la même manière. Ça, c'est super simple. Hein. Ça, n'est pas plus simple pour brancher et débrancher. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous l'avez en main. Il est facile parce qu'il est très ergonomique. Vous avez votre main palpatrice et votre main applicatrice. Et là, vous avez le prolongement. Voilà. Et vous savez exactement où vous allez aller. Vous savez exactement la pression. Vous pouvez le régler et vous pouvez le reproduire. Et vous dites, tiens, maintenant, n'oubliez pas la crème parce que parfois ça peut tirer un petit peu. Tiens, au bout de 3-4 séances, vous sentez que là, ça roule vachement plus facilement. Vous n'êtes pas obligé d'enlever à chaque fois. Vous êtes obligé, vous pouvez faire des allers-retours comme ceci. Vous pouvez aller dans tous les sens. La peau sait quoi faire. Et au bout de 3-4 séances, vous vous rendez compte que, tiens, je vais augmenter un petit peu la dépression. Je vais un petit peu l'intensité parce que ça roule de mieux en mieux. Ça roule de mieux en mieux. Et le paquet adipeux, vous le sentez. La cellulalgie, la peau d'orange superficielle va disparaître au fur et à mesure. Vous allez sentir qu'il y a une nette amélioration. Et la personne, si vous lui avez posé les bonnes questions au préalable, des problèmes digestifs, gynéco, etc., si c'est une femme, problème de prostate ou des trucs comme ça, vous allez voir que certains problèmes à distance peuvent trouver une solution. Ce n'est pas de la magie, hein, c'est de la neurologie. Avec les métamères, avec les dermatomes, avec les myotomes, avec les sclérotomes, avec tous les systèmes métamériques et les dermalgies réflexes que l'on verra sur le prochain webinaire. Et ça, c'est le suspense. Donc voilà, ça, c'est des choses très très importantes. Vous voulez faire des ventouses, vous avez la possibilité de faire une ventouse fixe avec la pression continue et ou un traitement avec les pressions discontinues. Vous voulez faire, moi je fais j'enseigne les ventouses depuis, ça fait 27 ans que l'âge de Camille, tiens, voilà, que j'enseigne Merci. les ventouses, mais les vraies ventouses, il n'y a pas de fausses ventouses, mais les ventouses chauffées avec la flamme, etc. Et croyez-moi que maintenant les ventouses elles sont dans ma valise parce que j'utilise ça, parce que je n'utilise plus les ventouses chauffées parce que c'est une logistique qui peut faire peur. J'utilise ça. Alors, effectivement, je ne peux pas mettre plusieurs ventouses, mais quand je cible mon traitement, je ne fais pas l'asiatique avec le dos couvert de ventouses, quand je cible mon traitement, ce qui est toujours mon cas en ostéopathie ou en kinésithérapie, je cible, et bien je sais où je vais mettre ma cup. Et je la mets. Et je la laisse le temps nécessaire. Et l'avantage avec ça, c'est que la pression, elle est stable. La pression est stable. Et ça, c'est assez précieux. Voilà. Donc, encore plein d'autres indications qu'on pourrait donner, mais sur les cicatrices, sachez que, pour résumer, on peut travailler une cicatrice n'importe quel stade, donc de pratiquement J0 à 20 ans, 25 ans, 30 ans, dès lors qu'il y a une cicatrice. Merci, et je vous dis bonsoir. Moi, merci aussi, Frédéric. Non, c'est Frédéric qui dit bonsoir, donc je la salue et je lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Et pour répondre à la question rapidement, non, quand on travaille localement, nous n'aurons pas assez. Je pose la question qui m'a été posée. Le fait de stimuler les cellules lorsque l'on est en rémission d'un cancer, par exemple, après une ablation du sein, ne risque-t-elle pas de stimuler de nouveau de mauvaises cellules via le stretching cellulaire? Pas du tout, parce que nous n'activons rien du tout et le corps, nous n'activons rien de toxique. Le corps fait sa propre régulation. Ça s'appelle l'homéostasie. Fait sa propre régulation. On travaille une cicatrice. Donc, on ne travaille pas l'ensemble du corps. Et quand bien même, on en est revenu des systèmes. Vous savez, j'ai enseigné le drainage lymphatique j'ai commencé à enseigner le drainage lymphatique il y a 36 ans exactement, le Vauder et les autres. J'ai commencé à l'enseigner. On disait, la femme enceinte et le cancer, on fait pas comme si la femme enceinte, être enceinte, c'était une maladie, c'est bien connu. On ne fait pas d'activation lymphatique sur ces deux pathologies. On en est largement revenu. Parce que qui a la preuve que c'est nous qui l'avons activé? Et même médico-légalement, personne ne peut prouver qu'en faisant nos manœuvres manuelles, on peut activer quoi que ce soit. Donc, on sait que le système lymphatique va stimuler le système immunitaire et au contraire, va être bénéfique. Alors évidemment, ne jouez pas avec le feu. Hein. Je parle de la cicatrisation et une personne qui a une ablation, ne travaillez pas le foie comme une baisse. Je dis 3-4 minutes, ça suffit largement. C'est un soutien hépatique, ce n'est pas un traitement hépatique, c'est un soutien hépatique. Donc voilà. Mais franchement, il n'y a aucun risque. Voilà. Une petite conclusion ou une question, de nouveau, quelqu'un qui veut me poser une question ou
on clôt gentiment ce webinaire.